Salam alaikum, Azzoul Flaoun. Bonsoir. 4 années après l'avènement de Al-Majid Tebboune à la tête de l'État, l'heure est un premier bilan. Pour le pouvoir, l'Algérie nouvelle est sur la bonne voie. Pour une partie des Algériens, le pays est muselé. Le pouvoir, toute honte bue, va célébrer le 4e anniversaire de l'arrivée de Tebboune à Al-Mouradia dans un contexte géopolitique très tendu et sur le plan interne une situation économique et sociale des plus préoccupantes. On ne peut même pas faire de bilan car rien n'a été fait ou réalisé dans ces années de disette où on note l'affaiblissement de l'État, une régression sans précédent des libertés, une atteinte aux droits de l'homme quasi quotidienne et des échecs diplomatiques récurrents. Crise avec le Royaume du Maroc, crise du Sahel, crise avec la France, l'Espagne, échec de l'adhésion aux BRICS et une perte d'influence certaine en Afrique. Sur le plan interne, au moment où le pouvoir en place était fragile et vivait une crise politique aiguë, l'opposition, de son côté, vivait la sienne en étant incapable de se rassembler autour d'un socle de valeurs communes en ayant pour perspective la transition tant réclamée par le peuple du Hirak. Ce mouvement avait suscité dès ses débuts, en février 2019, un vaste élan d'espoir. Mais l'élection d'Al-Majid Tebboune a sonné la fin de la partie avec une sèche et brutale reprise en main de la société. Opposants et journalistes sont emprisonnés et les timides acquis démocratiques du mouvement effacés. Nous observons aujourd'hui que plus aucun parti ni personnalité politique de l'opposition ne fait référence à la transition qui est pourtant la principale exigence du peuple et le seul moyen de régler la crise politique aiguë, de régler aussi par la même la crise du régime et des institutions. Plusieurs questions auraient pu être traitées par l'opposition sérieuse, pour exemple la crise nationale, la crise démocratique et la crise de l'exercice du pouvoir et des institutions. S'il fallait résumer brièvement et brutalement la situation, je dirais que l'Algérie nouvelle, selon la formule en vogue à Alger, est en train de s'effondrer sous nos yeux et qu'elle entraîne la France dans sa chute, dont doute plus fortement et subtilement que le drame algérien avait fait chuter en 1958 la 4e République. La réalité algérienne n'est en effet pas celle qu'on nous décrit. Le régime corrompu de Bouteflika est tombé en 2019 et après des soubresauts, comme dans toute révolution, l'Algérie issue du Hirak béni serait, nous dit-on, progrès, stabilité et démocratie. Or, tous les observateurs objectifs constatent que depuis 2020, après peut-être quelques semaines d'espoir, le régime a montré son vrai visage. Celui d'un système militaire brutal, tapi dans l'ombre d'un pouvoir civil, sans doute autant affairiste que celui qui a chassé, avait déclaré l'ancien ambassadeur de France à Alger, Xavier Dréancourt, dans une interview. Une Algérie nouvelle vide de sens qui inquiète au plus haut niveau. Sommes-nous en train de reproduire les mêmes causes qui ont mené au Hirak de 2019 ? L'histoire, ce ne sont pas seulement les faits, mais les leçons que l'on tire. « 12-12-2019, Tebboune prend les rênes du 5e mandat », c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Mohsen Belabès, homme politique, ex-président du RCD, qui est avec nous via Skype depuis Alger. Mohsen Belabès, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci à vous. Ah, on ne vous entend pas, Mohsen. Il y a un petit problème de son. On va essayer de régler ça. Mohsen Belabès. On va régler ça, Mohsen Belabès. Restez avec nous. On aura le plaisir aussi d'accueillir Karim Tabou, opposant politique. Il sera avec nous aussi depuis Alger, mais aussi, vous l'avez aperçu, Karim Kbir, qui est journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté, qui est avec nous depuis Alger aussi. Karim Kbir, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Karim. Bonsoir et bonsoir à vos invités.
Très bien, merci beaucoup Karim Kebir. Je ne sais pas si Mohsen Belabbès nous entend. Mohsen Belabbès. Est-ce qu'il nous entend, Mohsen Belabbès? C'est pas grave. On va commencer avec Karim Kebir. Karim Kebir, 4 années donc après l'avènement d'Al-Majid Tebboune, la question est posée à vous. Je vais commencer avec vous, Karim Kebir. Qu'est-ce qu'on peut dire très brièvement, Karim Kebir? En fait, c'est pas évident de faire un bilan tellement, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a une extinction de la vie politique et puis c'est-à-dire la réduction, pratiquement l'absence d'un système médiatique qui peut informer un peu sur les convulsions de la société, rapporter les problèmes quotidiens des gens, les préoccupations des gens. Donc nous avons eu à faire pendant ces années un seul discours, univoque, c'est-à-dire qui ne permet pas la critique, qui ne permet pas d'aller dans le fond des choses ou de mettre en question certaines lois, certaines décisions, ou bien élaborer un bilan, ou bien s'intéresser à des statistiques. Et pratiquement, il y a une forme d'opacité dans. Aujourd'hui, on ne dispose pas pratiquement de données fiables pour apprécier ou bien évaluer ou faire un quelconque bilan. Moi, ce que je retiens en tout cas, c'est que il y a une espèce on a complètement évacué le caractère fondamental politique de la crise pour uniquement présenter la chose comme étant le soulèvement de 2019 et lié beaucoup plus à des questions sociales et économiques. Donc, ces dernières années, si vous avez remarqué, on ne focalise uniquement sur soi-disant des questions sociales. Et c'est comme ça qu'on nous annonce, par exemple, souvent certaines réalisations, des lancements des chantiers. On nous annonce, par exemple, c'est-à-dire des mesures pour aider le pouvoir d'achat, pour améliorer les salaires des fonctionnaires, les changements de loi. Il y a énormément de lois qui ont été élaborées ces dernières années. Mais tout ça, si vous le ramenez à la réalité sociale des Algériens, force est de constater qu'aujourd'hui, quand même, les gens souffrent en grande partie. Et puis, comme je vous l'ai dit, faute d'absence d'un système médiatique qui va rapporter, parce que en fait, le rôle de la presse n'est pas de communiquer uniquement sur ce qui a été fait, mais plutôt de mettre en question, de chercher, de rapporter justement ce qui préoccupe la population. Et là, il faut dire que beaucoup de choses ont eu lieu ces dernières années dont personne ne parle. Je cite le Prix Haraka. Combien d'Algériens sont morts en mer sans que personne n'en parle? Combien d'étudiants qui sont partis au Canada ces dernières années? C'est un chiffre effarant. Ils sont en train de partir. Ça, ce n'est pas uniquement la quête d'un avenir meilleur, mais c'est révélateur quand même d'un certain malaise. C'est des révélateurs de l'absence de perspective. Et comme je l'ai dit, le volet politique est complètement évacué. On n'en parle plus de liberté, et on a vu comment les partis politiques sont réduits au silence. Je parle bien entendu de l'opposition. Et même certains partis qu'on disait proches du pouvoir, ils ont des difficultés à activer librement. Vous avez vu ce qui a été fait pour la dissolution des associations des droits de l'homme, par exemple, ou bien la société civile, l'emprisonnement de beaucoup de militants pour avoir formulé des opinions, d'avoir formulé des critiques, des journalistes en prison. Vous avez vu la fermeture des cafés littéraires, l'empêchement il y a plus de marche, on ne peut pas faire un rassemblement. Et puis sur le côté économique aussi, il y a une forme. En fait, il n'y a pas de boussole. Nous avons l'impression que nous sommes dans un pays qui gère au jour le jour.
Il n'y a pas comment dire, des objectifs à terme, et pour faire un bilan, justement, c'est sur la base de ces objectifs-là. Mais là, on ne sait pas. Je vous cite l'exemple, par exemple, des importations. À un moment donné, il y avait la chute du prix du pétrole, on a serré la vis pour les importations, et puis là, on vous annonce qu'ils vont ouvrir à partir de 2024. Ils vont retourner à l'importation. C'est pour dire qu'il y a une espèce de tâtonnement même dans la gestion, économique. Et je ne parle pas du côté social où pratiquement les grèves sont interdites, notamment avec la nouvelle révision de la nouvelle loi sur les syndicats et le droit de grève. Le pouvoir d'achat. Jamais les Algériens n'ont vécu une situation aussi difficile. Vous n'avez qu'à faire un petit tour dans le marché pour vous en apercevoir, pour vous rendre compte de la difficulté des Algériens pour assurer les débuts. Donc il est excessivement difficile d'établir réellement un bilan. Très bien. Mais la réalité est telle que les gens vivent dans une situation très difficile, autant sur le plan économique, social ou politique ou culturel. Très bien. Restez avec nous, Karim Kebir. J'espère qu'on a établi donc la communication avec Mohsen, la liaison avec Mohsen Belabbas. Mohsen Belabbas, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous. Très bien. Bonsoir Mohsen Belabbas. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Très content de vous avoir dans cette émission. Mohsen Belabbas, on a vu le soulèvement populaire de 2019. C'était historique, ces marches. Des millions d'Algériens donc sont sortis dans la rue pour dénoncer le système politique en Algérie. Donc ils demandaient une rupture avec le système et un changement du système politique. Mais on a vu ce qui s'est passé donc le 12 décembre. 4 années après l'avènement de ces élections qui ont été rejetées par le peuple algérien. On va regarder juste cette petite vidéo, Mohsen Belabbas, et je vais revenir à vous juste après. السلام عليكم. الخميس 12 ديسمبر، صور حصرية من البريد المركزي. تشاهدوا الشعب راهو خرج اللي راهم ضد الانتخابات تاع 12 ديسمبر. دونك والله العظيم غير مهزلة. تحية الجزائر وتحية الأحرار. دونك برك باش نحق لكم برك الانفورماسيون باللي الناس راهي لبرا، راهي تخرج. ان شاء الله النضال دائما مستمر. Donc ça c'était un aperçu donc du Hirak qui était contre les élections du 12-12. Mohsen Belabbas, quel bilan peut-on faire de ces 4 années de Abdelmadjid Tebboune? Le pouvoir parle d'une Algérie nouvelle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, Mohsen Belabbas? Autrement dit, vous posez la question. Algérie, ce sera du 12 décembre 2012. Je dirais que le départ de l'Algérie est connu de tout un chacun, puisque la régression est à tous les niveaux. Je ne parle pas seulement des régressions sur le plan politique, sur la liberté, mais aussi sur le plan social. L'Algérien souffre énormément des années utilise la crise politique, la crise de confiance, la crise judiciaire. Nous avons maintenant des crises des produits alimentaires. La crise de la crise de la crise de l'Hamas, la crise donc là on regarde qu'il y a une crise. Face à un mouvement pacifique, qui n'était pas un mouvement de revendication. En réalité, un changement de système, on revendiqué, on a d'agir de façon solidaire par une action populaire pour projeter l'Algérie dans l'Algérie, à savoir en faire un état du droit
démocratique et moderne et lui donner la place qu'il lui revient dans le concert des nations. Malheureusement, nous avons affaire encore une fois à un pouvoir qui a fait face à cette révolution pacifique par de la répression, par de l'emprisonnement, par l'instrumentalisation. Jusqu'à envoyer des frontières d'Algérie. Vous savez, jamais on a connu autant de condamnations de peine à perpétuité. La justice, la sévérité avec laquelle elle a rendu des jugements dans des affaires assez graves, voire très graves, renseigne sur le sérieux avec lequel ils ont traité ces affaires. Donc, sur le plan économique, c'est une catastrophe. Et malgré dû du baril suite à la guerre russo-ukrainienne, nous avons encore une fois les finances publiques qui sont dans une situation précaire. La machine économique n'arrive pas à redémarrer. Les entrepreneurs, les hommes d'affaires n'arrivent pas à se décider à réinvestir leur argent, bien à se lancer dans la création de l'emploi, tout simplement parce que les conditions ne sont pas réunies. La situation est plus grave que du temps vous n'avez pas affaire à un pouvoir qui, au lieu de mettre en place des mesures incitatives pour créer de l'emploi, il a plutôt préféré fonctionner le chômage en puisant des caisses de l'État. Nous avons affaire à un chef de l'État qui allait à la rencontre des citoyens dans les différentes régions du pays. Ça s'explique parce que pas de se présenter à ces populations avec un projet justement de l'espoir, créer de l'emploi et essayer de remonter un peu le pouvoir d'achat des Vous savez très bien qu'est-ce qui arrive du pouvoir d'achat des Algériens avec la baisse drastique donc, de la valeur du dinar. En ce plan diplomatique, nous avons affaire à un pouvoir qui collectionne des échecs dans la gestion Obélix, échecs de l'initiation au Mali, échecs à la tête de la Ligue arabe, puisqu'il y a quelques mois encore, l'Algérie avait été la Ligue arabe où il a perdu la présidence, mais depuis, il a perdu. Il n'est même pas capable d'assurer une façon des réunions de la Ligue arabe, comme c'était le cas dans la réunion qui a eu il y a quelques mois de cela en Égypte, des pays du voisinage. La France, donc nous avons un chef de l'État qui a été à l'Assemblée générale des Nations Unies. Il n'a pas réussi à avoir un petit entretien avec le chef de l'État du pays en question. Donc, catastrophique, je dirais. Beaucoup se posent la question de faire dans cette situation parce que souvent ils pensent qu'à l'approche d'une échéance il s'agit de remplir encore une fois de l'élection qui est en préparation dans bientôt une année. Moi je dirais que le présidentiel qui est en préparation, les populations algériennes ne sont pas concernées. Le peuple algérien n'est pas concerné par cette élection, tout simplement parce qu'il n'a pas de c'est des gens, il n'a jamais eu son darwa. Nous avons vu 12 ans. On va revenir sur cette question, Mohsen Belabbas. Sur les élections présidentielles, on est à une année, bien sûr, de... Qui concerne essentiellement les hommes du système, les hommes du pouvoir. Donc, c'est
qui vont reconduire ou pas, dans tous les cas, quelle soit la décision qu'ils vont prendre, leur choix sera approuvé par la phase électorale qu'ils organiseront dans ce sens. Très bien, restez avec nous, Mohsen Belabbas. On a été rejoint par Karim Tabou, opposant politique, qui est avec nous depuis Alger aussi. Karim Tabou, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Karim Tabou, est-ce que vous m'entendez? Ah, on a un petit... apparemment, on a perdu Karim Tabou. Ah. Allô? Karim Tabou, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très bien. Ah, très très bien. Marhaba bik, c'est Karim. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, barakallahu fik. Merci de l'invitation. Merci Karim. On a avec nous aussi Mohsen Belabbas et Karim Kbir qui sont avec nous aussi invités dans cette émission. Karim Kbir, 4 ans après le 12-12, bien sûr, Mohsen Belabbas a donné aussi un aperçu par rapport au Hirak pacifique, au soulèvement populaire de 2019, de février 2019. N'empêche, le régime est parti donc à organiser ces élections du 12-12. L'avènement d'Ahmed Tebboune, 4 ans après. Quel bilan peut-on faire de cette Algérie nouvelle du régime, comme il la qualifie, si on peut dire? Karim Tabou? Oui. Je ne sais pas si vous avez entendu ma question. Karim Tabou. Karim Tabou, est-ce que vous êtes avec nous? Ah, on a un petit souci de communication. Karim Tabou, est-ce que vous m'entendez? On a un petit... Karim Tabou, est-ce qu'on me dit il est là? Non. Karim, c'est pas grave, on va aller poser la question à Karim Kbir, mais avant de lui donner la parole, on va juste vous faire passer donc cette vidéo d'Ahmed Tebboune qui récompense, si on peut dire, le feu Gaïd Saleh. Bien sûr, beaucoup d'observateurs avaient fait le constat que Ahmed Tebboune a été imposé, entre guillemets, bien sûr, par le Gaïd Saleh, l'enfant donc du moment de 2019. On regarde cette vidéo, je reviens à mes invités, espérant que la connexion sera meilleure. Donc vous avez vu ces images de 2019. Karim Tabou, est-ce que vous m'entendez? Karim Tabou? Oui, oui. Ah, très bien. Karim Tabou, je vous ai posé la question, je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais on va revenir sur les déclarations, pour commencer avec vous, avec les déclarations de Xavier Driancourt, l'ancien ambassadeur de France, de France donc en Algérie. Et là, je le cite,
s'il fallait résumer brièvement et brutalement la situation, je dirais que l'Algérie nouvelle, selon la formule en vogue à Alger, est en train de s'effondrer sous nos yeux et qu'elle entraîne la France dans sa chute sans doute plus fortement et subtilement que le drame algérien n'avait fait chuter en 1958 la 4e République. La réalité algérienne n'est en effet pas celle qu'on nous décrit. Le régime corrompu de Bouteflika est tombé en 2019 et après des soubresauts comme dans toute révolution. L'Algérie issue de Hirak Bini serait, nous dit-on, un progrès, stabilité et démocratie. Or, tous les observateurs objectifs constatent que depuis 2020, après peut-être quelques semaines d'espoir, le régime a montré son vrai visage, celui d'un système militaire brutal, tapi dans l'ombre d'un pouvoir civil, sans doute autant affairiste que celui qui a chassé avait donc déclaré Xavier Driancourt. Karim Tabou, votre réaction? Vous savez, pour établir un contact téléphonique depuis le Maghreb sur Alger, vous remarquez très bien qu'il est plus facile d'avoir Abou Obeida au téléphone que d'avoir Karim Tabou, un invité d'Alger. Et vous comprenez la qualité de l'accès à Internet dans ce pays, et ça vous donne, à l'ère de la modernité, 61 ans après l'indépendance du pays, je pense que l'Algérie aujourd'hui est l'un des rares pays où il est pratiquement, voire difficilement accessible par les moyens de communication modernes. Il est plus facile d'avoir des invités du Yémen, de Gaza, du Soudan, de n'importe quelle capitale du monde, mais il est très difficile d'avoir une communication nette, une connexion correcte depuis Alger, et ça vous donne l'état de ce pays. Bien que le pouvoir, depuis quelque temps, proclame avoir engagé un processus de numérisation, ça parle de start-up, ça parle de concepts modernes. Mais vous savez très bien, les vieilles casseroles ne peuvent pas faire la modernité. Les vieilles mentalités ne peuvent pas être au temps du monde. Ils sont à l'ère primitive, ils peuvent pas être dans le temps du monde. Les dirigeants de ce pays n'ont pas les aptitudes politiques, scientifiques, psychologiques pour être à jour au niveau du monde. Et je ne parle pas du monde développé. Je parle de l'Éthiopie, je parle de l'Iran, je parle de l'Arabie Saoudite. Et vous comprenez très bien pourquoi je cite ces pays, parce que je suis très en colère de ne pas pouvoir participer dans un débat, faute de quoi? Faute de la qualité de communication du réseau Internet en Algérie qui est le plus mauvais sur cette planète. Donc, à lui seul, il résume l'état de délabrement, de désespoir, pas sur le plan politique. Comprenez-moi, quand je parle de désespoir, ça veut dire que dans le contexte actuel, avec le pouvoir en place, il n'est pas possible de parler de bilan en actif, parce que ce sont des bilans qu'il va falloir dresser sans complaisance d'un pouvoir responsable de la ruine, responsable de la déliquescence de ce pays. Et pour revenir d'ailleurs à ces 4 années, parce que à chaque fois, nous sommes tenus, nous sommes obligés de regarder par rétroviseur tout un temps perdu dans ce pays, alors que le monde moderne regarde en avant, pendant que nous essayons de trouver quelque chose qui va nous donner un peu de positif depuis le passé. Bien sûr que depuis l'avènement, l'intronisation plutôt de l'actuel chef de l'État, vous connaissez très bien dans quelles conditions il a été intronisé, les Algériens le connaissent très bien. Et d'ailleurs, le pouvoir lui-même avait reconnu qu'il n'a pas été élu démocratiquement, puisqu'il avait déclaré en substance
que le taux de participation des Algériens, le déplacement des Algériens aux urnes ne le concernait pas, ne l'intéressait pas et ne constituait pas pour lui un gage de légitimité. Dans un pays où un pouvoir considère que la confiance avec son peuple, que le contrat social n'a pas de sens, n'a pas de valeur, comment, par quel biais allons-nous aborder les bilans? Mais nous allons quand même faire la tentative de donner quelques éléments des promesses du pouvoir. Je ne parle pas du bilan. Souvenez-vous que le grand titre de l'Algérie nouvelle, El Jadida, avait été un Barnos qui a été initié, engagé et entamé par le discours consistant à dire aux Algériens que nous allons procéder au changement de la Constitution et nous allons procéder au changement des lois qui régissent la vie publique, la loi sur l'information, la loi sur les partis politiques, la loi sur les libertés, toutes les lois qui concernent la vie publique, et qu'on avait promis aux Algériens que désormais, dans l'esprit du Hirak, entre guillemets, et toutes les libertés, tous les droits seront respectés. La réalité est tout autre. Bien au contraire, la Constitution et les lois qui ont été promulguées depuis ont non seulement rétréci le champ des libertés, par moments, ils les ont tout simplement annulées. Et souvenons-nous également de la promesse faite aux Algériens après un élan extraordinaire du peuple algérien, et on a promis aux Algériens de leur récupérer l'argent détourné. À peine voilé, on a accepté après tant d'années de mensonges, d'impasse qui a été faite sur ce sujet. Pourtant, l'opposition avait signalé pendant de longues années les pratiques de la rapine, les pratiques de la corruption. Or, le pouvoir s'était entêté dans son discours, allant jusqu'à parfois traiter l'opposition de vouloir attenter à la sécurité et à la stabilité du pays. Par la suite, souvenons-nous des promesses faites de récupérer l'argent. Malheureusement, la réalité, elle est là, c'est qu'on a mis la main dans la poche des Algériens, on a vidé les poches des Algériens, pendant que ceux qui ont de l'argent se sont enrichis davantage et la promesse n'était qu'une promesse électorale. Et puis également, on a promis aux Algériens la relance de l'économie et qu'il était prévu, entre guillemets, que l'économie du pays va s'extraire de sa dépendance entière des hydrocarbures et donc un processus dit de diversification de l'économie devait être engagé. Vous voyez très bien, aujourd'hui avec les chiffres eux-mêmes, les budgets eux-mêmes tels qu'ils ont été élaborés, la dépendance est entière des hydrocarbures. Je rajoute également qu'il a été prévu, et la promesse fut donnée en grande pompe d'ailleurs, que l'Algérie devait donc reprendre sa place dans le concert des nations. Des promesses ont été faites. Et vous avez vu, avec nous, d'une manière malheureuse pour nous, les affronts, les échecs depuis le BRICS, en passant par ce qui se passe en Libye, et puis les affronts, le comment l'Algérie est traitée dans beaucoup de sujets sur le plan international. Finalement, nous sommes au point zéro avec un pouvoir. En tout cas, un pouvoir responsable de la crise ne peut pas être la solution puisque lui-même est de la crise. Ce sont quelques éléments et vous savez très bien que si vous interrogez un Algérien ordinaire qui attend son salaire à la fin du mois pour aller se chercher les moyens de vivoter parce qu'il s'agit vraiment de vivoter, l'Algérien vit une situation de misère, une situation d'un pouvoir d'achat qui ne lui suffit pas de vivre plus de 5 jours
de son mois, de sa mensualité, et je passe sur l'état de l'université, l'état de nos entreprises, l'état de nos hôpitaux, l'état de nos écoles, l'état des valeurs qui sont complètement bafouées, l'état de la communication officielle qui a atteint les niveaux les plus médiocres. Et je passe. Vous voyez très bien que le bilan n'est pas positif. Très bien. Restez avec nous, Karim Tabou. Karim Kbir, je vais revenir vers vous. Karim Kbir, vous avez entendu donc Karim Tabou, il dit que nous sommes au point zéro par rapport au bilan de la situation après l'avènement d'Abdel Tebboune. Mais aussi, si on revient un peu dans le contexte que vivait l'Algérie en 2019, Karim Kbir, avec donc le Hirak, on se rappelle très bien du voyage qui a été fait par Ben Saleh en Russie, président par intérim, et là on se rappelle très bien des déclarations qu'il avait faites en Russie en face de Poutine. On l'écoute et je reviens à vous très rapidement. إذا كنت قد طلبت منكم المقابلة في الغاية التي أسعى من ورائها هي أني أريد أن أطمئنكم لأن الوضع في الجزائر وضع متحكم فيه وأننا قادرين على تجاوز هذه المرحلة الدقيقة. صحيح وسائل الإعلام تضخم بما يجري حقيقة ما يجري في الجزائر وتسعى إلى أن تروج لإعطاء معلومات تنقصها الدقة، ولكننا يمكن نقول لكم بأننا رسمنا تصورا وخطة ونسير في إطارها، والخطوة هذه تعتبر هي الآن في مراحلها الأخيرة. Karim Kbir, c'est extraordinaire de voir ces images. Ben Saleh qui faisait donc un compte rendu de la situation que vivait notre pays en 2019 avec le Hirak. Et souvent, le régime maintenant reproche aux opposants politiques, aux journalistes qui ont été jetés en prison, dont Ihsan El-Qadhi, leurs appartenances, si on peut dire, leur rapprochement avec la main, entre guillemets, la main étrangère. Karim Kbir. Oui, c'est des méthodes assez classiques. À chaque fois quand on veut empêcher les opposants de s'exprimer, ou bien, c'est-à-dire de laisser émettre un avis critique, c'est-à-dire une manière d'étouffer, le procédé est classique chez le régime algérien, c'est d'accuser l'autre, soit qu'il est hostile au pays, soit qu'il n'aime pas le pays, soit qu'il est en connivence avec des forces occultes, avec des forces étrangères, mais ça remonte au lendemain de l'indépendance. C'est-à-dire c'est une vieille recette qui a été toujours actionnée lorsqu'il s'agit de dénigrer ou de réduire au silence toutes les voix qui sont critiques. Juste pour rappel, en 1980, le mouvement berbère a été accusé d'un mouvement impérialiste, actionné par la France, c'est des franco-berbères, ainsi de suite, mais ça n'a pas empêché que le régime, avec la succession des militants, de finir par reconnaître la langue amazigh. S'il était convaincu de son accusation ou il avait des preuves de cette connivence, et je pense qu'il aurait maintenu son entêtement, son obstination à ne pas reconnaître cette donnée historique. Ça veut dire, avec le recul, c'est que ce qui a été fait en 80, c'était un mensonge. Donc, la même recette. Mais cela traduit une certaine culture, un certain mode opératoire, c'est-à-dire à chaque fois d'accuser toute voix critique d'être de connivence avec l'étranger ou bien de détester le pays. Or, je pense qu'il n'y a aucun Algérien n'est qualifié pour délivrer une attestation de patriotisme à un autre, dans la mesure où chacun l'aime à sa façon. Le harag qui part
On les a vus en tout cas. C'est des gens qui partent à l'étranger, mais ça ne les empêche pas d'afficher le drapeau dans les stades et tout ça. Moi, je l'ai souvent interprété comme étant c'est une forme de frustration. C'est des gens en quête de reconnaissance, en quête de dignité. Ils cherchent un avenir meilleur ailleurs, mais tout en exprimant leur attachement parce qu'ils auraient aimé faire leur avenir ici. Donc c'est une accusation qui a été souvent, et ce n'est pas propre à l'Algérie, beaucoup de pays l'ont souvent utilisé. C'est comme un peu, peut-être je fais le grand écart, mais c'est un peu la même accusation vis-à-vis du terrorisme. Vous avez vu comment on utilise le concept de terroriste pour des entités qui émettent ou qui ont un avis contraire aux puissances dominantes. Regardez aujourd'hui ce qui se passe à Gaza, comment les gens qui soutiennent la Palestine considèrent que le mouvement Hamas est un mouvement de résistance, mais pour les Occidentaux, c'est un mouvement terroriste. Donc ce sont des accusations souvent de régimes qui sont hostiles à toute critique, à toute remise en cause de l'ordre établi. Et l'Algérie n'échappe pas à cette conception, ou plutôt le régime algérien ne sort pas justement de cette conception de jeter le discrédit sur tous les opposants qui remettent en cause un peu l'ordre établi ou qui essayent d'émettre des critiques ou de remettre sur la table des questions fondamentales qui peuvent remettre en cause justement l'existence même du régime. Très bien. Restez avec nous, Karim Kbir. Mohsen Belabbas, on va revenir un peu sur la question politique. Mohsen Belabbas, vous êtes ancien président du RCD. Votre parti était harcelé pendant le Hirak aussi, mais vous aussi, en tant que personne en politique. Comment peut-on expliquer cette désertification du champ politique en Algérie? Personne ne parle, par exemple, de la transition qui a été scandée en 2019, Mohsen Belabbas. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a une chape de plomb sur les partis politiques opposants qui sont proches du Hirak? Pourquoi, d'après vous? Je ne vois pas les choses. Moi, je considère qu'il n'y a plus de politique parce qu'on ne peut pas quand il n'y a pas de débat public. Et on sait très bien qu'il n'y a plus de débat public. Il n'y a pas de débat dans la société parce qu'il est totalement empêché. Il n'y a pas de débat dans les médias tout simplement parce que les médias sont mutés. Il n'y a même pas de débat dans les institutions officielles telles que l'Assemblée nationale ou bien le Sénat. Et pourtant, c'est des chambres d'enregistrement. Et pourtant, la Constitution a prévu ces institutions des journées parlementaires où il est question de choisir une thématique à débattre. À partir du moment où il n'y a pas de débat public, il n'y a pas de politique. Moi, je ne pense pas que les acteurs qui ont assumé l'idée de la transition durant le Hirak l'ont abandonné. Pour l'essentiel, je pense qu'ils sont toujours sur l'idée de transition. Mais le plus important, ce n'est pas le mot transition en lui-même, parce que il y a plusieurs sortes de transition. On a toujours connu des transitions. Il s'agit d'une transition pour refonder l'Algérie. Donc, il faut réfléchir à comment donner de fondation à l'Algérie pour qu'il sorte des crises cycliques qu'il continue à vivre depuis l'indépendance. Vous savez très bien que quand un pays accède à son indépendance, la logique, c'est qu'il faut aller vers une Assemblée constituante. L'Algérie n'est pas passée par cette étape. C'est vrai qu'officiellement, c'est une Assemblée constituante, mais la réalité, c'était une Assemblée générale du FLN au niveau d'une salle de cinéma. Moi, je pense que autant les acteurs, en tout cas essentiels des acteurs qui croient que nous avons besoin d'une transition, autant les populations dans la
ceux qui sont sortis durant le Hirak ou l'avènement de l'État démocratique moderne sont toujours convaincus par la même vision. Je ne dirais pas par le même projet, parce qu'il faudra reconnaître que l'Algérie, dans sa totalité, pêche par l'absence de projet. Le plus grand problème du pouvoir, ce n'est pas tellement le fait que nous avons à un régime plutôt militaire, dictatorial, autoritaire. On peut multiplier les qualificatifs de c'est sur le fait que les dirigeants qui composent les différents pouvoirs qui se sont succédés n'ont jamais eu de vision pour l'Algérie, n'ont jamais eu de projet pour l'Algérie. Tous ceux qui se sont succédés ont réfléchi sur la manière de maintenir le même système depuis l'indépendance, ce qui fait qu'il y a un risque. Moi, je l'ai toujours dit, il y a un risque de disparition de l'Algérie. Il ne faut pas voir sur seulement le court terme. Nous devons conserver une nation qui dure dans le temps, et pour ce faire, nous devons réfléchir à un projet dont la finalité, c'est l'état de droit démocratique. Mais le rôle, Mohsen Belabbas, le rôle de l'opposition dans cette réflexion de projet. Moi, je ne pense pas qu'on peut parler du rôle de l'opposition dans ce genre de situation. Les partis politiques, il faudra qu'en situation dans laquelle on se trouve, y compris les partis du pouvoir, sont empêchés de débattre. La réalité est celle-là. La seule activité pour laquelle ils sont, on leur a sous-traité une marche de soutien à la Palestine. Nous n'avons plus affaire aux partis politiques du pouvoir qui, par le passé, avaient quand même un minimum de débat dans les structures pour contester leur action, pour communiquer sur un certain nombre de questions politiques, économique et sociale. Nous n'avons pas ça, y compris pour les partis du pouvoir. Les partis qui s'inscrivent dans ce qu'on peut appeler l'opposition démocratique, on sait très bien qu'eux aussi, ils ont subi une pression féroce et sont empêchés. Les militants sont souvent poursuivis en justice, voire poussés dans un certain nombre de cas emprisonnés. Moi, je pense qu'il est temps de commencer à réfléchir à d'autres instruments de lutte, parce qu'un parti politique, malgré tout, il reste un instrument avec lequel on peut accéder au pouvoir. Il est très difficile pour des partis politiques qui sont empêchés de débattre, de communiquer, de délivrer une opinion, d'organiser une activité, d'agir dans ce sens. Ça n'explique pas quand même l'inactivité d'un certain nombre de partis politiques et le fait qu'ils ne se donnent pas la peine d'essayer quand même de susciter le débat, y compris dans un certain nombre de cercles réduits. Mais le problème, moi je pense qu'il faudra continuer à réfléchir comment il faut agir. On a perdu Mohsen Belabbas. On va la rappeler. On va la voir tout de suite. Espérons qu'on va la voir tout de suite. Karim Tabou. Je vais revenir à vous, Karim Tabou, sur cette question donc du rôle de l'opposition, mais aussi il n'y a plus d'activité politique en Algérie. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'opposition, mais aussi pour l'avenir de notre pays? Karim Mohsen Belabbas est de retour, non? Mohsen est avec nous? Oui. Ah, voilà, Mohsen. Je vous laisse continuer votre analyse, Mohsen. Je ne sais pas à quel moment on a été coupé. Vous étiez en train de dire que il y a que l'opposition doit aussi réfléchir à comment comment trouver une solution et aussi de se concerter, si on peut dire. Je ne pense pas qu'il faut, dans des conditions actuelles, réfléchir en termes d'opposition. Moi, je pense qu'il faut réfléchir en termes de citoyens et de réfléchir à des instruments à mettre en place
pour sauver notre pays. Parce qu'il s'agit de sauver l'Algérie. On ne peut pas continuer dans cette situation, dans ces cycliques, dans cette fermeture totale, dans cette incapacité à garantir aux citoyens algériens une vie dans la dignité, dans le bonheur et dans la liberté. On ne peut pas continuer à le tolérer. C'est vrai que c'est difficile. Il faudra réfléchir. Quels nouveaux instruments que nous n'avons pas encore testés pourrions-nous utiliser? Avec qui il faudra agir? Comment il faudra agir? L'essentiel, c'est de rester toujours dans l'action pacifique, même si nous aurons encore une fois avoir à faire face à la répression, aux emprisonnements, à l'instrumentalisation de la justice contre nous, mais on n'a pas d'autre choix parce qu'il s'agit de notre pays. Très bien, restez avec nous Mohsen Belabbès. Karim Tabou, j'aimerais... Karim Tabou, est-ce que vous m'entendez Karim Tabou? Oui. Karim Tabou, est-ce que vous êtes avec nous? Je vous entends bien, je vous entends bien. Ah, très bien. Karim Tabou, vous avez entendu Mohsen Belabbès, il faut réfléchir à de nouveaux mécanismes, si on peut dire, et la question qui est posée, c'est de sauver notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce qui a été dit par Mohsen Belabbès? D'abord, je le salue, je n'ai pas eu l'occasion de le saluer, et puis également, j'approuve son constat, son regard par rapport à la question concernant l'opposition. Je vais juste rajouter qu'il y a aujourd'hui une vraie nécessité de sortir de la définition ancienne de la politique et de la classe politique. Pendant de longues années, le pouvoir n'a laissé de l'espace à l'expression de la politique qu'à travers des mascarades électorales. C'est-à-dire qu'un parti politique est tout le temps conditionné, limité dans son activité, et les seuls moments où ce parti peut exister, c'est lorsque le pouvoir veut en faire un alibi démocratique. Lorsqu'il y a des élections, et puis tout naturellement, dans les partis politiques, se sont apparus des classes de militants qui ne sont concernés que par les élections. Dans les partis, dans leur configuration actuelle, il n'y a plus de militants de conviction. Il n'y a plus de militants qui militent. Il y a des gens qui attendent qu'on leur donne des sièges dans des assemblées locales, dans les API, dans l'APN et dans le Sénat. Parce que ces partis politiques font partie de ce que le pouvoir a toujours mené, c'est ce qu'on appelle la démocratie d'appareil. La démocratie qui consiste à multiplier les appareils, c'est-à-dire à multiplier les partis uniques pour, à la fin, donner une impression, notamment pour l'opinion internationale et pour l'opinion nationale, qu'il y a un semblant de vie politique, mais tous ceux qui menacent, qui émettent des avis de nature à déstabiliser le pouvoir, eh bien, ils sont dissous, ils sont interdits, ils sont emprisonnés et le blackout médiatique est total sur eux. Et la preuve est que depuis 2019, des millions d'Algériens sont descendus dans la rue, ils ont scandé des slogans politiques, ils ont exprimé des demandes politiques et que la classe politique s'était tout simplement cachée pendant tout ce temps. Certains ont même été rejetés d'une manière claire, nette, par le peuple algérien, parce que le peuple algérien les considérait comme étant une partie du système politique, parce que ces partis-là ont cultivé dans leur fonctionnement, ont laissé s'enraciner dans leur propre comportement l'idée que ce n'est pas le peuple qui donne, c'est le pouvoir qui donne. Donc ils ont été plus avec le pouvoir qu'ils sont avec le peuple. Et d'ailleurs, lors du Hirak, très clairement, le peuple a tranché cette question vis-à-vis d'eux. Aujourd'hui,
je ne vais pas porter des accusations contre les uns et les autres. Aujourd'hui, il y a deux types de partis politiques sur la scène qui sont autorisés à exister. Il y a ceux dont l'accointance avec le pouvoir est claire, est avérée, et il y a ceux qui servent d'alibi démocratique. Mais il n'y a pas de vie politique dans le pays. Donc aujourd'hui, je confirme et j'y adhère pleinement à l'idée que après le Hirak, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Justement, le pouvoir fait tout pour couper de l'histoire de ce pays l'épisode Hirak et coller, revenir aux rencontres avec Louis Hannoun, revenir aux rencontres avec l'UFFS, le chef de l'État qui reçoit Djilali Sofiane, mais tout cela a été disqualifié par le peuple algérien. Ni les uns ni les autres n'ont la légitimité de parler au nom du peuple algérien. Lorsque vous êtes disqualifié par le peuple algérien, vous le faites pour. Ce que vous faites, vous le faites pour rencontrer un chef de l'État. Vous pensez que ces partis le font pour le peuple? Ils ne le font pas pour le peuple. Le peuple a s'est lui-même exprimé par rapport à ce chef de l'État. Donc, que le FFS rencontre Tebboune ou Djilali Sofiane rencontre Tebboune ou Louis Hannoun rencontre Tebboune, c'est vraiment la rencontre de la famille. C'est التطبيع. احنا رانا في التطبيع وبعض الاحزاب السياسيه حتى ما نقولوش كل الاحزاب السياسيه هي بمثابه مستوطنات داخل الشعب. الاحزاب السياسيه تاع النظام هي تشبه مستوطنات وهي مستوطنات حقيقه داخل المجتمع. لهذا الشيء لهذا السبب الشعب الجزائري خرج بالملايين في كل الميادين في كل الولايات باش يقول بسط بركات على النظام. ولكن عندما يحاول الشعب الجزائري quand le peuple algérien définit le pouvoir, eh ben il inclut ces partis politiques qui ont accompagné le pouvoir et qui ont été l'alibi démocratique. Donc aujourd'hui, je pense que mentalement, nous devons nous mettre dans l'après cette classe politique qui est consommée par le pouvoir. Vous savez très bien que le pouvoir, maintenant, il va tenter. Vous allez voir que le chef de l'État, à l'approche des prochaines élections, il va libérer un peu. Les partis politiques vont commencer à tenir leurs petits meetings par-ci, par-là. Et pour venir à Tizi Ouzou, probablement, il va actionner les relais locaux et les gens vont trouver toutes les raisons du monde pour être là. Des potiches et des serviteurs de ce pouvoir. Ailleurs également, il y a un autre type de militants et de structures politiques que le pouvoir mobilise. Donc, la logique d'appareil doit cesser. Et d'ailleurs, le pouvoir a essayé de casser ce qu'on appelle la démocratie dynamique, c'est-à-dire la démocratie par le peuple. Il veut la remplacer par une démocratie d'appareil, une logique d'appareil des structures que le pouvoir perfusionne, à qui le pouvoir donne un peu de vie dans ses besoins, dans les contextes qui servent beaucoup plus le pouvoir que la société. Donc, plus que jamais, réfléchir à des instruments de lutte et lutter pour sauver l'Algérie, parce que l'avenir de nos enfants est en jeu. L'avenir de ce pays est en jeu. Si nous regardons en profondeur les impacts de la crise internationale et des mouvements qui se passent aujourd'hui sur le plan géopolitique est une menace. La nature du pouvoir lui-même est une menace. Et puis la crise que subit le peuple algérien sur le plan de sa vie quotidienne est également une autre menace. Face à ces trois menaces majeures, il est grand temps, effectivement, de se créer les moyens de lutte pour sauver l'Algérie, sauver ce pays et s'assurer d'un bon avenir pour les générations. La question, Karim Tabou, c'est quels sont ces moyens? Je vais revenir à vous, mais la question, elle sera posée aussi à Mohsen Belabbas d'abord. Mohsen Belabbas, je vais revenir à vous. Karim Tabou aussi a soulevé la même question. Il s'agit donc de sauver notre pays, de sauver l'Algérie.
Mais la question qu'on se pose, le régime ne voit pas les choses de cette façon, et on parle même, vous avez parlé donc au début de votre intervention, d'un éventuel deuxième mandat, ce qui est pour beaucoup d'observateurs, mais pour vous aussi, par rapport à votre analyse d'aujourd'hui, est une catastrophe pour notre pays. Comment peut-on mettre en place donc ces mécanismes dont vous avez parlé? Vous avez parlé donc des mécanismes qui inculquent donc le citoyen directement. On dépasse les pouvoirs, on dépasse même les partis politiques. Mais comment peut-on mettre ces mécanismes de changement sur le terrain, Mohsen Belhamez? C'est des mécanismes qu'il faudra peut-être inventer, mais je ne pense pas que ça soit aussi compliqué que ça. Il s'agit de réfléchir au débat de la proximité, parce que nous avons un pays qui a fermé tous les espaces, donc il n'y a pas de débat public, mais le débat de proximité, il est toujours possible. Le débat dans la famille, le débat au niveau du quartier, au niveau du village, entre amis. Et c'est ce débat qui va nourrir la réflexion sur les meilleurs instruments, les meilleurs moyens, autour de quel projet il faudra agir pour sauver le pays. Moi, je ne dis pas que j'ai la solution miracle, mais il s'agit toujours de réfléchir à comment contourner ces blocages auxquels nous faisons face. Vous savez que vous avez fait allusion au deuxième mandat. Moi, je ne suis pas sûr qu'un deuxième mandat de Tebboune ou le premier mandat d'un autre candidat qui sera toujours choisi par le système, il va y avoir une différence. Pour moi, je considère qu'à partir du moment le peuple algérien, il est décisif de son droit de choisir de façon démocratique à travers une élection libre et transparente ces dirigeants, le problème il restera posé. Parce qu'aucun dirigeant choisi par le régime ne pourra avoir une vision pour le pays en termes de perspective. Le système en place, le régime en place, le pouvoir en place, le chef de l'État en place sont incapables d'offrir à l'Algérie des perspectives. Tout simplement parce que leur moule il ne fonctionne pas comme ça. Nous avons besoin d'un système politique dans lequel le chef de l'État puisse pour l'essentiel sa légitimité d'une élection libre et transparente, d'une élection démocratique. Et nous avons, pour ce faire, besoin d'un débat public libre. On ne peut pas continuer à museler les médias de cette manière, à interdire l'opinion. Pourtant, il est garanti par la Constitution algérienne. Dès l'entame de la Constitution, on parle de la garantie d'une opinion, du respect de l'opinion. Mais la réalité est tout autre. C'est très difficile de faire comprendre à nos dirigeants actuels que le carburant de la réussite des États partout dans le monde, c'est avant tout le débat libre, transparent, dans lequel le citoyen, dans le à l'occasion d'une élection libre. Mais tant qu'on continue à museler de cette manière son peuple, nous n'irons pas loin. Nous allons continuer à patauger dans des crises à n'en plus finir. Et malheureusement, ces derniers temps, c'est encore pire que par le passé. Beaucoup d'Algériens ont maintenant la nostalgie d'Abdelaziz Bouteflika et dans des années, des 20 années qu'il a passé au pouvoir, parce qu'au moins à l'époque, il n'y avait pas autant d'emprisonnement, il n'y avait pas autant de condamnation à des peines à perpétuité, il n'y a pas autant de musellement de la presse, il n'y a pas autant d'instrumentalisation de la
Et s'il y avait quand même un minimum d'activité économique, même s'il y avait beaucoup de corruption, parce que pour l'essentiel, les finances publiques bénéficient à l'hachia qui m'écoule, donc ceux qui sont proches du régime. Mais c'est pareil maintenant. Il n'y a pas de vie économique. Nous savons, les peu d'entreprises que nous avons, ils sont en train de survivre. Il n'y a pas de grosses initiatives, à part dernièrement l'importation de voitures, voire dans un certain nombre de cas le montage de véhicules, mais je ne vois aucun projet économique lourd qui a été lancé depuis 2019 et pourtant il y a une disponibilité financière qui, encore une fois, est due à une situation inattendue dans le monde, donc la guerre russe-ukrainienne. Mais malgré cela, leur incapacité à trouver les mécanismes, à réfléchir sur la manière à utiliser cet argent, fait que toujours la situation des finances publiques est précaire. Ça s'est coupé. Non, on vous entend très bien, Mohsen. Mohsen, on vous entend très très bien. Mohsen Belabbas. Non, on vous entend très bien, Mohsen. Hein, on vous entendait très très bien. On va revenir à vous. Karim Tabou, sur donc cette question de danger qui guette notre pays par rapport donc à la situation que nous vivons et par rapport aussi à la situation à ce système politique, si on peut dire. Quelle perspective peut-on imaginer pour notre pays, Karim Tabou, surtout qu'il y a des dires, si on peut dire, que Al-Majid Tebboune peut se présenter pour un deuxième mandat. On est presque à une année d'une élection présidentielle. Votre aperçu, Karim Tabou? En tout cas, appelez cela deuxième mandat, appelez cela sixième mandat, ou c'est le même mandat finalement du même pouvoir qui s'est doté d'instruments politiques, d'une législation qui biaise complètement la compétition politique dès lors que les instruments actuels ne permettent pas l'expression de la volonté populaire. Il ne peut pas y avoir de président de la République qui soit désigné contre la volonté du public. Appelons-le comme on veut, mais on ne peut pas l'appeler président de la République. Et d'ailleurs, sur ce point précis, et je pense que nous avons besoin de préciser quelques éléments liés à ces mots-là, à ces concepts. C'est vrai qu'après le retrait des 6 candidats en 1999, depuis la suite est que le pouvoir s'est arrangé une engeance de politicards qui sont là au besoin et au gré du pouvoir et qui ne se retirent jamais. C'est-à-dire que le pouvoir, pour éviter la répétition du scénario de 99, il a trouvé et il a façonné, il a taillé des politicards à sa mesure qui ne se retirent jamais. Et aujourd'hui, on voit le même scénario face à la déferlante populaire de 2019, à cette mobilisation extraordinaire, historique des Algériens qui avaient exigé l'état de droit, la démocratie, l'indépendance de la justice, les droits, les libertés, etc., le pouvoir a dû faire appel à la violence, à ses structures anciennes, et aujourd'hui, il essaye de mettre en avant de sa tricherie, il essaie de mettre en avant des structures politiques
et qui se proclament d'ailleurs de l'opposition, mais qui n'ont absolument rien à voir avec l'opposition. Vous parlez de Louise Hanoun, qui a accompagné Bouteflika pendant 20 années. Et la dernière réunion à laquelle avait assisté Louise Hanoun, c'était en 95, c'était le contrat de Rome. Vous imaginez, depuis 95 à ce jour, un homme politique, un parcours politique est évalué en fonction des prises de position et puis de ces événements majeurs qu'a vécu le pays. Passons sur cela très clairement. Aujourd'hui, le pouvoir s'accroche à une classe politique consommée et il veut s'en servir pour essayer de se donner un peu de souffle. Mais si nous interrogeons notre espoir, notre militantisme, notre engagement, la durée d'un mandat, autant il peut être importante pour le pouvoir parce que c'est une question de survie. Mais pour le militant, un mandat, 2 mandats, 3 mandats de mensonges, de tricherie, de répétition de l'échec, d'incapacité du régime à aller de l'avant, un pouvoir sans vision, sans projet, sans élite, sans compétence, sans crédibilité et surtout sans légitimité populaire, il ne doit pas nous faire peur, bien au contraire, nous devons nous préparer à cette nécessité d'extraire ce pays, de sortir ce pays du sous-développement, de la bêtise, de la tyrannie, de la médiocrité, de l'incompétence, de l'illégitimité, et ça demande vraiment un effort colossal. Bien que nous n'avons pas une recette magique, mais le fait que le pouvoir maintient tout ce dispositif, il sait très bien, il le sait en tout cas. Peut-être nous le savons moins. Le pouvoir le sait, que le peuple le rejette, que le peuple est là, que le peuple a n'importe quelle opportunité, il va reprendre son destin en main. C'est pour cette raison, il va falloir regarder l'avenir avec beaucoup de confiance en soi. C'est le pouvoir qui est en crise, ce n'est pas nous. C'est le pays que nous aimons qui est en crise, donc nous avons la responsabilité de tout faire pour le sauver et nos enfants devront un jour nous interroger sur les combats que nous avons menés et surtout les combats que nous n'avons pas menés. Je pense qu'aujourd'hui, la crise est complexe, mais l'équation, elle est toute simple. Nous devons rester solides, confiants et mener le combat pour mettre fin à cette tyrannie couplée à la bêtise et qui a donné l'impasse et la crise que nous vivons aujourd'hui. Merci beaucoup Karim Tabou. Je vais finir très rapidement, Mohsen Belabbas. On me dit que le temps de l'émission est terminé. Je vous laisse le mot de la fin. Vous avez entendu Karim Tabou. Est-ce que le peuple va reprendre son destin en main? Mohsen Belabbas, est-ce que vous pensez qu'on peut terminer cette émission avec un brin d'espoir, si on peut dire, très rapidement? Mais bien sûr qu'il y a de l'espoir. J'ai eu de l'espoir et le peuple algérien a toujours payé ses responsabilités à des moments bien choisis. Il ne s'agit pas pour le peuple algérien d'habiter la rue, mais nous avons vu dans notre histoire récente qu'il y a eu des conjonctures particulières qui font que le peuple algérien agit de façon solidaire, ce que ne veut pas comprendre le pouvoir en place, même s'il a eu un sursis qui est dû à une addition de paramètres et de situations qui ont fait que effectivement il y a un peu des reculés qui s'expliquent parce qu'on ne peut pas demander à des Algériens de surexposer face à un pouvoir qui a décidé d'instrumentaliser la justice contre eux, face à un pouvoir qui a décidé de les emprisonner, qui a décidé de les bâillonner, qui a décidé de les réprimer, qui a décidé de
les endeuillés. Mais ma conviction profonde est que le peuple algérien, dans sa majorité, garde la maturité que nous avons connue de 2019 jusqu'à pratiquement 2021. Il sait il saura faire les bons choix, et il y aura un moment où il va agir de façon intelligente, encore une fois, de façon pacifique, réfléchie et toujours dans l'intérêt de l'Algérie. Merci beaucoup, Mohsen Belabbas. Merci d'avoir accepté donc de participer à cette émission. Mohsen Belabbas, homme politique, ex-président du parti RCD. Vous étiez avec nous depuis Alger via Skype. Merci à vous. Merci aussi à Karim Tabou, opposant politique. Vous étiez avec nous depuis Alger. Merci à Karim Kebir, journaliste et ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Il était avec nous aussi depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'atikum saha. Voilà.